Alors, vous êtes dans InDesign, il ne faut pas de document ouvert. On va voir comment on peut pré-régler InDesign pour qu'il contienne d'office des styles de paragraphes, des couleurs, etc. quand vous démarrez un nouveau document. Donc, un nouveau document créé dans InDesign va d'office avoir les styles de paragraphes qui vous conviennent. Et pour faire ça, vous allez, en n'ayant donc aucun document ouvert dans InDesign, vous allez dans la palette style de paragraphe. Et vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe jusque charger tous les styles de texte. Comme ça, on va aller chercher des styles de paragraphe et de caractères. Et où est-ce qu'on va les chercher? Par exemple, dans le dernier document de tout à l'heure, vous allez chercher le dernier document qui contient des styles de paragraphe et de caractères. Ouvrir. Donc, on avait déjà fait ça. Vous aviez déjà vu qu'il y a possibilité de charger des styles. Voilà. Donc, ici, je vais décocher paragraphe standard. Et OK. Et donc, maintenant, d'office, quand je fais un nouveau document, les styles de paragraphe et de caractères que je vois là se trouveront dans le nouveau document. Même chose pour les styles d'objets. Je peux aller charger les styles d'objets. Là aussi, les styles qui existent déjà dans la palette style objet, je décoche. OK. Voilà, donc tout nouveau document créé, quelle que soit la taille, A3 verticale, va posséder d'origine dans ces palettes style paragraphe et style objet, va posséder donc ces choses-là. Ça marche aussi pour les couleurs. Dans la palette nuancier, voilà. Alors, si vous voulez, on peut ajouter les Pantones au nuancier d'office. Chaque fois que vous allez créer un nouveau document InDesign, vous aurez toutes les Pantones dans le nuancier. Menu de la palette nuancier. En n'ayant aucun document, j'ai fermé le document que j'avais créé précédemment. Sans l'enregistrer, je l'ai fermé. Donc, menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Je vais donc demander Pantone Solid Coated dans la liste ici des modes dans la boîte nouvelle couleur. Pantone Solid Coated. Solid, ça veut dire que les couleurs avec cette encre-là, elles sont créées pas par superposition de petits points de trame, mais c'est l'encre qui est unie sur le papier. C'est ça que ça veut dire solide. Et coated, c'est pour le papier couché. Et alors, ici, je veux ajouter toutes les encres. Donc, je commence en haut de la liste, je clique. Je vais en bas de la liste, majuscule clic. Et donc, toutes les Pantones sont sélectionnées. Et je clique sur ajouter. Et donc, elles s'ajoutent au nuancier. Terminé. Voilà. Vous avez toutes les Pantones qui sont dans le nuancier. Là, je viens de demander un affichage par grande vignette. Affichage par grande vignette. Dans le menu de la palette nuancier. Affichage par petite liste. Enfin, c'est vous qui voyez comment vous gérez ça. Je vais faire un nouveau document. Ce nouveau document va utiliser des couleurs Pantone.
Donc, par exemple, voilà un rectangle qui va utiliser une Pantone. Voilà un autre rectangle qui utilise une autre Pantone. Et je vais faire un rectangle avec de la quadrille. Donc là, c'est de la quadrille. 15 de cyan, 100 de magenta, 100 de jaune. Alors, si on utilise plus que 25 tons directs dans le document, c'est-à-dire des encres Pantone, ce sont des tons directs. Si on a plus que 25 dans le nuancier, ça pose des problèmes, notamment à l'export PDF aussi. Alors, ce qu'il faut faire, à un certain moment, c'est demander dans le nuancier, et ça se fait aussi dans Illustrator, demander de sélectionner toutes les nuances inutilisées. Sélectionner toutes les nuances inutilisées. Et donc, il va me sélectionner toutes les nuances, sauf les 3 qui sont sur les 3 objets là de mon document. Et une fois que c'est fait, je clique sur la corbeille dans le nuancier. Bon, ça suppose que je suis arrivé au bout du processus de la création du document. Parce que si j'ai mis des Pantones, là, c'est quand même pour m'en servir, mais à un certain moment, voilà. Alors, ça prend du temps. Bon, comme quoi, il ne faut pas désespérer, il a fini par les sélectionner toutes, celles qui sont inutilisées dans le document. Je clique sur la corbeille dans le bas de la palette nuancier. Et voilà, il n'y a plus que les couleurs utilisées dans le document. Oui, il y a des couleurs qui sont là, qui sont utilisées par les styles de paragraphes et d'objets. C'est pour ça qu'elles sont restées. Ne vous étonnez pas. OK. Alors, je vais faire... Ben évidemment, il y a des couleurs qui ne peuvent de toute façon pas partir. C'est le noir, la couleur de repérage. Ça, ce sont 2 couleurs qui ne peuvent pas partir. Le papier aussi, forcément. Voilà. Je mets du texte en noir. Alors, le texte est toujours en surimpression. Le texte noir, ou tout objet que je fais avec l'encre noire d'ailleurs, est toujours en surimpression. C'est-à-dire que sous l'encre noire, il y aura de l'encre Pantone. 2 encres Pantone, oui, ça dépend à quel endroit. Là, sous le U, il y aura cette encre Pantone-là. Sous le O, il y aura forcément cette encre Pantone-là. Donc, ça veut dire qu'il est en surimpression. Et ça, c'est pour qu'il soit très net et qu'on n'ait pas de problème de défonce qui apparaît. Alors, la défonce, vous voyez ce que c'est? Je vous montre. Voilà. Là, on a un texte rose sur un fond cyan. Et on montre que si la lettre a la même dimension que le fond et qu'elle est en défonce, eh bien, ça crée des problèmes. Ça veut dire quoi que la lettre rose est en défonce sur le fond cyan? Ça veut dire que sous la lettre rose, il n'y a pas d'encre cyan. Sinon, ça ne ferait plus du rose. Parce que les encres sont transparentes. On est obligé d'avoir la couleur du papier sous l'encre rose. Mais il suffit qu'il y ait un peu d'imprécision au moment de l'impression. Et
ne fût-ce qu'un 1 ou 2 dixièmes de millimètre, ça peut montrer un petit bord blanc sur le bord des lettres, leur donner un effet de relief. Et c'est pour ça que pour régler les problèmes de défonce, quand on est obligé de faire de la défonce, hein, le cas d'une encre ici, magenta sur un fond cyan, il faut absolument le papier derrière. Eh bien, pour éviter de voir apparaître un bord blanc et qu'on sait qu'il va y avoir des imprécisions à l'impression, c'est logique, c'est de l'offset, c'est du papier, il y a de l'eau, le papier s'agrandit un peu. Bien, on fait en sorte que l'encre rose soit plus large. Donc, on fait un débordement. Et il me semble que ça, on va quand on écrit les places. Alors, c'est pas nécessairement comme dans le cas où on utilise des couleurs Pantone, c'est dans le cas où on utilise des couleurs pures. Et alors, la gestion de la surimpression, donc du débord, ça peut être géré au niveau du RIP de l'imprimeur. C'est un réglage qui peut faire partie de la transformation en trame. En plus de ça, il peut y avoir le réglage de la surimpression. Donc voilà, la défonce. Mais vous n'aurez donc pas ce problème-là avec l'encre noire parce qu'elle est en surimpression. D'ailleurs, c'est ce qui vous indique ici sur le site web. Le A surimprime car il est noir. Le B et le C font l'objet d'un trapping. Donc, un petit débord. Ok. Alors, vous pouvez visualiser à l'avance les plaques offset, menu, fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Menu, fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Et vous l'activez. Voilà. On a donc combien de passages en presse pour imprimer ça? Eh bien, on a 6 passages en presse, ce qui est énorme. Ben oui, parce que j'ai une des couleurs qui est une couleur quadri. La couleur rouge, là, c'est une couleur quadri. Donc, déjà, rien que pour cette couleur-là, il faut 4 passages en presse si en magenta, jaune, noir. Même s'il n'y a pas de noir, techniquement, c'est une couleur quadri. Elle nécessite un passage en presse, 4 passages en presse. Plus le Pantone et le violet, le Pantone bleu et le violet qui sont là. Et vous pouvez visualiser uniquement une des couches. Donc ça, c'est ce qu'il y aura sur chacune des plaques offset qui vont être installées dans chacune des petites presses monochromes. Quand on met plusieurs presses monochromes à la suite, l'une de l'autre chez l'imprimeur, on obtient une presse en plusieurs couleurs. Forcément, le papier va passer d'une presse à l'autre. C'est ça le principe, hein. Le principe d'une presse, ce sont des presses monochromes. On met une encre différente dans chacune des presses et le papier est transféré d'une presse à l'autre. Et on termine par le noir qui vient surimprimer. D'accord? Voilà, donc le noir, il n'y a pas de problème, il est en surimpression. Je me rends compte que j'ai un cadre noir sur mon bloc quadri rouge. Je l'enlève, voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on a. Voilà l'encre Pantone bleue. L'encre Pantone violette va défoncer l'encre Pantone bleue. La forme ici. Ben oui, parce que sinon, ça ferait une 3e couleur là où ça se superpose. J'ai besoin que l'encre, le carré de Pantone violet, ce soit réellement du blanc derrière lui, pour qu'il soit bien uni. Souvenez-vous que les encres sont transparentes. Et donc, c'est pour ça que dans la Pantone bleue, il y a une défonce. Etc., etc.
Voilà. Il y a de la défonce qui se fait. Bon. Alors, petit rappel, je vais exporter en PDF impression. Au niveau des repères et fonds perdus, j'enclenche tous les repères. Donc, j'exporte en PDF impression. Dans la rubrique ici, repères et fonds perdus, je coche tous les repères d'impression. Je peux décocher repères de fonds perdus. Alors, il n'y a pas de fonds perdus dans le document. On n'a pas de bloc qui déborde. C'eût été bien d'en faire un. Je vais faire en sorte que le rouge déborde en dehors des limites du document. Right. Ok, j'ai fait en sorte que le bloc rouge déborde en dehors des limites du document. Donc, fichier exporté en PDF pour l'impression. Dans repères et fonds perdus, je coche tous les repères d'impression, je décoche repères de fonds perdus. J'indique que j'ai un fond perdu de 3 mm. Ici, à sortie, je dois indiquer que je convertis vers la destination. Quel va être le profil de presse sur lequel j'imprime? Ça dépend du type de papier que j'ai choisi chez l'imprimeur. Il va me dire, en fonction de ce que j'ai choisi comme type de papier, que le profil de la presse, c'est par exemple du Uncoated Faux Gras 29. Et ici, dans Gestionnaire d'encre, vous avez la possibilité de dire tiens, les Pantone que j'ai utilisés, finalement, je veux les imprimer en quadri. Et donc, je coche ici et elles vont s'imprimer en quadri. Donc, j'aurai un PDF pour l'impression en 4 couleurs. J'aurais utilisé les Pantone dans le but, parce que je trouve que c'est sympa d'utiliser des Pantone dans InDesign. Mais comme ça coûte cher de faire des passages en presse supplémentaires, je fais en sorte qu'elle s'imprime finalement par superposition de 4 encres sur magenta jaune noir. C'est dans le gestionnaire d'encre lors de l'exportation du PDF. Ça va? Et j'exporte. Donc, vous avez plein de presses ici, 4 couleurs, mais vous en avez certaines qui ont plus de passages. Ce n'est jamais que des presses monochromes mises l'une à la suite de l'autre, en fait. Voilà. Donc, voilà une presse en 7 couleurs. La feuille peut passer à 7 endroits différents, recevoir 7 encres différentes. La quadri, plus une Pantone, plus éventuellement un vernis transparent qui va venir se mettre sur une partie de la photo, de la mise en page. Plus éventuellement des encres métalliques pour donner un effet métallique. Enfin bon, c'est des presses 7 couleurs au lieu de 4. Voilà, ça c'est mon document pour l'imprimeur. Et le bleu est beaucoup moins dense et vif que ce qu'il était dans InDesign, puisque ce n'est plus une couleur Pantone, c'est une approche par la quadri. Donc si vous utilisez des Pantones très vifs, bien sûr, elles vont ternir à l'export semi-net. Avec le PDF ici, vous pouvez l'envoyer dans un logiciel qui s'appelle PitStop. On en a parlé, je pense. Non? Non, vous ne l'avez pas. Et qui va permettre de vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le PDF.
Vous avez dans Acrobat Pro, que vous n'avez pas aussi, je suis désolé, vous avez édition, contrôle en amont, qui peut aussi vous vérifier le document, etc. Je raconte un document de OK. Alors, on va revenir à l'autre document. Donc, le document qui contient le texte. Alors, je vais peut-être aller réduire la table de montage parce que quand même, c'est fort grand autour et j'en ai plus besoin que ce soit aussi grand. Donc, c'est dans les préférences repères et table de montage. Et voilà, à la place de 1200 de marge verticale, je vais mettre 80. Et voilà. Ce sera plus sympa comme ça. Dans les préférences repères et table de montage, j'ai donc été mettre 80 à la place de mes 1200 en marge verticale. Alors, on va s'intéresser à un endroit où il y a un début de paragraphe. Là, par exemple. Après le grand titre. Et on va régler la lettrine. Donc, vous cliquez n'importe où dans le paragraphe, vous allez dans style de paragraphe, vous voyez que ça utilise un style corps du texte. Ouais. Alors, j'ai plusieurs approches. Soit je duplique le style et le duplicatage, je précise que c'est avec lettrine. Et je continue à faire la lettrine dans le style. Ou alors, je fais manuellement avec la palette paragraphe et puis je créerai une variante de ce style, un nouveau style qui va s'appeler avec lettrine. D'accord? Donc, soit je fais les modifs et je crée le style après, soit je crée le style et je fais les modifs après. Les deux sont bons. Ah, ok. Alors, on va aller dans la palette paragraphe, modifier manuellement ce paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à lettrine et style imbriqué. Vous cochez la case aperçue et vous mettez une lettrine qui va s'étendre, par exemple, sur 3 lignes. Ça va? Alors accrochez-vous parce que ce qui va être vu n'est pas simple et c'est piégeux parce que vous avez l'impression que ça va être simple. Parce que vous vous dites, oui, les lettrines, je connais. C'est doublement piégeux parce que c'est pas si simple ce qui va être vu et c'est considéré comme étant simple. Alors, vous avez une lettrine de 3 lignes. Vous allez maintenant faire un style de caractère pour cette lettrine. Vous allez dans le menu de la palette style... Non, vous allez ici dans le menu style de caractère jusqu'à nouveau style de caractère. Et vous l'appelez lettrine pour corps du texte. Et là, vous pouvez par exemple choisir la couleur. Voilà. OK. Donc, vous avez une lettrine qui subit un style de caractère. OK. À partir de là, si je veux modifier l'aspect de la lettrine, je le fais par la palette style de caractère. Menu fenêtre menu texte style de caractère. Je clique à côté de tout pour être certain que rien ne soit sélectionné. Et je vais aller double-cliquer sur le style de caractère qui s'appelle lettrine pour corps du texte. Je peux donc à nouveau changer la couleur des caractères si je veux. Et je peux aller plus loin, changer la police, faire une police différente du reste du texte. Voilà.
Bon, vous avez enregistré le document pour ne pas perdre ça. Alors maintenant, je reclique dans le paragraphe pour indiquer que je travaille sur lui. Et je vais dans le menu de la palette paragraphe jusque lettrine et style imbriqué. Et je vais dire, tiens, je n'applique pas le style de caractère. Je vais faire sans. Voilà, donc la lettrine prend la police du paragraphe et la couleur de la police du paragraphe. Et je vais demander ici nouveau style imbriqué. Quel est le style que j'imbrique? Eh bien, c'est le style pour la lettrine. Voilà, lettrine pour corps du texte. Que je vais appliquer sur un caractère. Voilà. Lettrine pour corps du texte sur un caractère. OK. Et visuellement, rien ne change. Mais vous avez des possibilités en plus maintenant. OK, donc je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais dans style de caractère, modifier le style lettrine pour corps du texte. Alors, c'est là que c'est pas toujours évident à comprendre. Nous avons une lettrine et dans le paramétrage de la lettrine, on a demandé qu'elle soit sur 3 lignes. On est d'accord? Elle va rester sur 3 lignes, sauf que par le style de caractère qui est appliqué sur le premier caractère du paragraphe, je peux modifier la dimension ici, le corps, et faire une lettrine, un caractère plus grand. Vous voyez, elle est toujours sur 3 lignes, mais elle dépasse par le haut maintenant. C'est une possibilité. Et donc, voilà comment dans InDesign, vous faites une lettrine qui déborde par le haut du paragraphe. C'est une lettrine sur laquelle on a appliqué un style de caractère, mais d'une manière spéciale par le style imbriqué. Ça, on ne sait pas le faire si on n'avait pas modifié juste avant nouveau style imbriqué. Voilà, et comme ça, vous jouez sur les deux. Dans la palette paragraphe, lettrine et style imbriqué, vous pouvez encore changer le nombre de lignes sur laquelle la lettrine se met. Par exemple, oui, attendez, avant de faire ça, il faut que j'aille mettre le curseur texte dans le paragraphe. OK, menu de la palette paragraphe, lettrine et style imbriqué. Par exemple, je vais dire que ça va être sur 2 lignes, la lettrine. Voilà, 2 lignes, la lettrine. Ensuite, par la palette, en cliquant à côté de tout, palette style de caractère, je vais modifier la dimension du caractère qui sert de lettrine. Voilà. Je veux qu'elle rentre sur 4 lignes maintenant. Ben, je clique avec l'outil texte dans le paragraphe. Je vais dans le menu paragraphe. Lettrine et style imbriqué. J'indique 4 lignes ici. Voilà, elle est sur 4 lignes. Je vais modifier sa dimension. Je clique à côté de tout. Je vais modifier le style de caractère. Ça va, vous voyez l'intérêt? Oui. Bon, et si je voulais que la lettrine déborde par la gauche du bloc, quitte à ce qu'elle déborde par le haut, il faudrait peut-être qu'elle déborde par la gauche aussi, à la manière des lettrines anciennes, moyenâgeuses. Il y en a des lettrines, quelle misère. Voilà, s'amusait bien à l'époque.
Donc voilà une lettrine moyenâgeuse qui déborde par le haut et par la gauche. Ben oui. Bon, ben accrochez-vous, sauvegardez le document. Et nous allons mettre un espace devant la première lettre du paragraphe. Cet espace subit le style de caractère lettrine et subit aussi le fait qu'on a indiqué dans paragraphe lettrine, on a indiqué que le premier caractère devait être une lettrine qui s'étend sur 4 lignes. Donc il subit deux choses, cet espace qui débute le paragraphe. Il subit la transformation en lettrine et le style de caractère qui est soumis. Bon, ben, en ayant le curseur qui est dans le paragraphe, vous pouvez aller jusque le menu de la palette paragraphe, lettrine et style imbriqué, et vous indiquer que c'est 2 caractères qui vont subir la lettrine et pas un seul. Et comme ça, le deuxième caractère du paragraphe, qui est le L, qui suit donc l'espace, subit la lettrine, il se met sur 4 lignes. Toujours dans lettrine et style imbriqué. Je vais maintenant créer un nouveau style imbriqué. Ça va être un style de caractère, forcément, que je vais créer ici. Nouveau style de caractère que je vais appeler approche pour lettrine. OK. Sur un caractère. Voilà. Voilà. Alors, actuellement, le style de caractère lettrine pour corps du texte s'applique sur le premier caractère, l'espace. Le style approche pour lettrine s'applique sur le deuxième caractère, c'est ça. Je vais inverser les choses. Je prends celui-là, le premier, et je le fais descendre. Du coup, quand la case aperçue est cochée, vous devriez voir que le deuxième caractère du paragraphe subit lettrine pour corps du texte. Vous voyez, si je le fais remonter, c'est le premier caractère, l'espace qui le subit, mais l'espace, il est invisible, donc vous ne voyez pas qu'il subit le style de caractère qui fait en sorte qu'il soit bleu et grand. Je fais descendre le style lettrine pour corps du texte, il s'applique sur le deuxième caractère, c'est parce qu'en fait les styles s'appliquent en partant du haut vers le bas. Et donc lettrine pour corps du texte, quand la case aperçue est cochée, on voit que ça marche. OK. Vous êtes d'accord? Et finalement, à quoi ça a servi de mettre cet espace au début du paragraphe et de lui mettre un style de caractère qui s'appelle approche pour lettrine? Eh bien, c'est là que vous allez pouvoir, grâce à ça, faire sortir la lettrine par la gauche. Ça, c'est un truc assez intelligent. C'est pas moi qui l'ai inventé, je vous préviens tout de suite. Dans les styles de caractère, je clique à côté de tout. Et dans les styles de caractère, je vais modifier l'approche pour la lettrine. Oui, d'ailleurs, au fait, je pourrais mettre les deux dans un groupe, puisque ça concerne la lettrine. Soyons propres. Approche pour lettrine, voilà. Alors. OK. Donc, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur approche pour lettrine.
Et la seule chose que je vais faire subir à l'espace qui commence le paragraphe, c'est une approche. Donc, dans format de caractère de base, vous avez l'approche. Si vous mettez 200 cases aperçues cochées, vous voyez que la lettrine déborde vers la droite. Vous mettez 500, encore plus vers la droite. Mais l'idée ici, c'est de faire une approche négative. Par exemple, moins 500. Et voilà, vous avez la lettrine qui sort de son paragraphe. Elle est tirée par le premier caractère qui a une approche négative. C'est-à-dire que l'espace, non seulement est réduit à 0, mais en plus, il va en dessous du 0. Et on peut aller jusqu'à moins 1000 comme ça. Moins 1000. Voilà. Et donc, voilà comment vous faites sortir une lettrine de son paragraphe grâce à cette petite astuce. Bon, ben voilà, regardez la suite. Vous allez tester après. À partir de là, je clique avec l'outil texte dans le paragraphe et je vais dans la palette style de paragraphe créer un nouveau style de paragraphe. Nouveau style de paragraphe que je vais appeler corps du texte avec lettrine. Il est créé d'après corps du texte, c'est son parent. C'est parfait. Ceci va être l'enfant. OK. Et donc, sur le premier paragraphe ici, j'applique le style qu'il vient de créer, corps du texte avec lettrine. Bon, c'est logique. Tous les paragraphes que je veux voir commencer avec une lettrine, je clique dedans et je leur applique corps du texte avec lettrine au lieu de corps du texte tout simple. Voilà. Mais il faut que je pense à faire commencer le paragraphe par un espace. Sinon, ça foire, évidemment. Sinon, c'est les deux premières lettres du paragraphe qui prennent la lettrine. Ensuite, si je veux modifier le nombre de lignes sur laquelle la lettrine se met, ben je clique à côté de tout et je vais modifier le style de paragraphe. Donc regardez, vous allez tester après parce que c'est vrai qu'il faut... C'est un peu chipot, c'est du InDesign avancé. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais cliquer à côté de tout. Je vais me double-cliquer sur corps du texte avec lettrine. Je vais dans lettrine et style imbriqué. Et je vais modifier le nombre de lignes sur lesquelles elle s'étend. Par exemple, 3 au lieu de 4. Case aperçue cochée, ce sera mieux. Voilà, on a la lettrine sur 3 maintenant. Ou sur 2. On choisit. OK, sur 3. Je veux modifier la dimension de la lettrine et de la police. Je vais dans le style de caractère, lettrine pour corps du texte. Je vais changer la couleur. Et je vais changer le caractère, si je veux. OK, on va prendre ça. En bold. OK. Je change la dimension du corps. Je veux changer la manière dont la lettrine sort du paragraphe. Je vais sur le style de caractère approche pour lettrine. Et dans format de caractère de base, je modifie l'approche. Bien, et dernière chose, vu que le style de paragraphe avec lettrine est l'enfant de corps du texte,
Ça veut dire que quand je vais modifier corps du texte, tout ce que je modifie se répercute aussi sur le paragraphe avec lettering, sauf ce qui concerne la lettering. Donc, par exemple, format de caractère de base à la place de Adobe Garamond Pro, je change et je passe en Optima. Mais voilà, on voit que le paragraphe qui subit la lettering, il change aussi. C'est bien moche tout ça. Il y en a qui sont vraiment assez peu adaptés à la lecture des polices de caractère. Hein. OK. Ben voilà, je pense que ça termine l'explication sur la lettrine. Améliorer le système de lettrine d'origine de InDesign par des petits hacks comme ça. Alors, on va voir un autre type de style imbriqué, c'est le grep. C'est le genre de choses qui nécessiterait plusieurs jours pour l'étudier. Mais je vais vous donner un document qui peut vous aider. Alors, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné, et vous allez modifier, non sans avoir sauvegardé sous un autre nom, toujours se prémunir des erreurs. Vous double-cliquez sur corps du texte. Donc, le corps du texte, le parent, hein, le paragraphe parent. Et vous avez le style grep. Donc, le grep est quelque chose qu'on trouve dans InDesign, mais pas seulement, ça se trouve à plein d'endroits en informatique. C'est chaque fois qu'on veut faire du rechercher-remplacer intelligent. Plus intelligent que de simplement rechercher des caractères et les remplacer par d'autres. Donc, ça veut dire rechercher globalement les correspondances avec l'expression rationnelle. En anglais, globally search regular expressions and print. Mais il y a d'autres traductions. En tout cas, voilà, ça utilise les expressions régulières. Ce sont des manières de taper ce qu'on recherche. Et c'est vraiment très intelligent quand on veut faire des recherches complexes. Ne remplacer qu'une partie d'un mot. Modifier une partie d'un mot avec InDesign. Bon, ben, on va tester ça très simplement dans InDesign ici, parce qu'on n'a pas le temps. J'ai des exercices un peu plus complexes que ce qu'on va voir, mais on n'aura pas le temps de les faire. Vous avez les vidéos, pour ceux qui ont pris les vidéos. Donc, dans style grep, nouveau style grep. Alors, appliquer le style. Ben, quel style? Ben, je vais le créer. Nouveau style de caractère. Que je vais appeler en rouge.
et je vais faire en sorte que la couleur des caractères soit rouge. Qui l'eût cru? OK. Donc, c'est un style de caractère qui transforme en rouge. Et je vais l'appliquer à quel texte? Eh bien, vous voyez que j'ai un mot qui s'appelle félin ici. Et ça revient assez souvent. Félin, félin. Eh bien, je vais appliquer ça au texte félin, par exemple. Félin. Voilà. Et tous les mots félins subissent maintenant le fait, ils sont transformés en rouge. Mais il y a un truc qu'il faut. Pourquoi? Ah, c'est peut-être que dans le style de caractère, il y a une approche qui est indiquée. C'est un truc bizarre. Allez, vous cliquez sur OK. Vous avez vu que vos mots félins ont été transformés en rouge? Où est-ce que c'est les steps de clé? Donc, si vous avez un texte sur autre chose, c'est pas grave. Vous prenez le curseur texte, vous tapez l'étude de leur squelette félin. Non, c'est de la poésie, ça. Hein, félin, voilà. Et dès que vous tapez le mot dans le texte, il se transforme en rouge. Voilà, voilà. Donc, je vais quand même cliquer à côté de tout et aller double-cliquer sur le style en rouge parce que je soupçonne que dans format de caractère de base, en effet, il m'a gardé mon approche sur -600, raison pour laquelle les félins ont l'air plutôt foireux, là. Donc, approche 0. Voilà, ça marche. Donc, tous les endroits où le mot se trouve, c'est transformé en rouge. Même là où je vais le taper, ça va le mettre d'office en rouge. Les omoplates félins. Voilà, c'est en rouge. Parce que les courriers, non plus, je n'étais pas des comme Oui, dans le style de caractère, il avait hérité de l'approche de la lettrine, de l'espace avant lettrine. Bon, donc je suis allé, après avoir cliqué à côté de tout, j'ai double-cliqué sur en rouge. Je suis allé dans format de caractère de base et j'ai pu vérifier qu'en effet, l'approche était sur -600 et je l'ai mise à 0. Alors, en plus de ça, vous pouvez demander que ce soit en bold, par exemple, voilà. Sauf que la police que j'ai utilisée dans le paragraphe n'a pas de variante bold, donc ça ne marche pas. C'est pour ça. On peut changer la police de caractère. Arial, voilà, c'est écrit en Arial avec une approche un peu plus grande. Voilà. Un corps que je peux faire un peu plus petit. Ben, vous voyez ce que ça permet de faire. Hein. extra. OK. Bien, donc ça permet de faire beaucoup de choses. Alors là, je vais changer la couleur parce que rouge, finalement, c'est pas tellement bien parce que j'ai déjà mes sous-titres en rouge. Je vais plutôt le mettre en bleu. Ça, voilà. Et évidemment, je vais changer le nom du style de caractère, sinon ça ressemble plus à rien. Voilà, maintenant ça s'appelle ancien. Alors, que se passe-t-il si je tape le mot félin en minuscule? Eh bien, évidemment, ça ne... il n'y a pas de S, donc ça ne marche pas. Et donc, c'est là qu'il va falloir puiser. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est taper ceci, grep InDesign Australia. Et là, vous tombez sur un PDF qui s'appelle Grip on Grep. C'est un jeu de mots, hein, ça veut dire mettre les mains sur le grep. Et c'est un slideshow qui résume quand même pas mal de choses à savoir sur le grep. Un slideshow de présentation du club InDesign d'Australie. Il y a plein de documents sur le web qui aident pour faire du grep dans InDesign, mais celui-ci est particulièrement bien fait. Voilà, alors ça, ceci répond à ta question.
C'est pas la méthode que j'utilisais avant, mais ça fonctionne. C'est rendre insensible à la casse. C'est-à-dire, est-ce que c'est une lettre minuscule ou majuscule qui commence le mot? En mettant le parenthèse, point d'interrogation I, on rend insensible à la casse la recherche. Donc, ça va s'appliquer sur des mots en majuscule et sur des mots en minuscule. Donc, je vais dans le style de paragraphe corps du texte, dans style grep. Voilà, ça marche. Et il faut trouver les solutions, il faut se souvenir de la manière d'écrire les choses. Et heureusement, il y a des copions sur le web, comme vous avez vu. Autre ressource ici sur InDesign Secrets. Si vous tapez dans Google Favorite Grep Expressions You Can Use, vous allez tomber sur l'article. Et c'est un site web vraiment avec des ressources sur InDesign, c'est intéressant, des astuces. Et là, il vous liste un peu toutes les manières de rechercher. Par exemple, quand on recherche soit milk, soit dark, on va le mettre comme ça avec ce caractère spécial. Alors, je vous montre autre chose qui peut servir, c'est remplacer un mot par une image. Ah oui, remplacer un mot par une image, on fait ça vite fait. Donc, vous allez taper, ça peut être pratique, par exemple, quand vous avez une marque, et plutôt que de mettre le nom de la marque, vous mettez une image, l'image de la marque. Ça peut être sympa. Par exemple, la marque que j'ai ici, ça va être la marque qui s'appelle Squelette. Voilà. Donc, j'ai 3 fois le mot squelette en majuscule à différents endroits. 1, 2, 3. Je vais créer mon logo. Par exemple, dans Illustrator, on va rapidement aller dans Illustrator, créer le logo squelette. Ou autre, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, je suis dans Illustrator. Vous faites un document en format A4. A4 horizontal. Vous tapez, vous prenez l'outil texte et vous cliquez. Pas cliquer, glisser, bien sûr, mais vous cliquez. Et vous tapez le mot, le nom de la marque, voilà, Squelette. Avec l'outil de transformation manuelle, vous allez agrandir ça. Allez, en prenant une poignée du coin et la touche majuscule. Vous choisissez une police de caractères. Menu, fenêtre, texte, caractère. Ok, ça c'est sympa. Ça ressemble à des os en plus. Ça tombe bien. Je viens de déployer les options de la palette caractères dans Illustrator et j'ai choisi approche optique. Est-ce qu'il y avait besoin de déployer les options? Non, même pas, c'était là. Et ça fait une grosse différence. Hein. Entre l'approche auto et l'approche optique, le mot s'améliore quand même pas mal. Ok, je vous laisse délirer un peu avec la palette aspect. Vous vous souvenez, le texte dans Illustrator? Il ne faut pas qu'il ait de couleur. Je lui enlève sa couleur de fond. Voilà, pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Et je viens d'enlever la couleur de fond et de contour sur les caractères dans Illustrator, mais je vais remettre un fond, cette fois-ci sur la ligne de base. Le noir que je viens d'enlever là, c'était sur les caractères. Là, je vais maintenant dans la palette aspect, en ayant la ligne de base sélectionnée, j'ajoute un nouveau fond. Voilà.
Et là, ça va me permettre de faire différentes choses, notamment de mettre un contour également, parce que le fond est arrivé avec un contour. De mettre un contour d'une certaine épaisseur que je fais passer sous le fond pour qu'il déborde par-dessous le fond. Donc, dans la palette aspect, je le fais déborder. Bon, ça, c'est l'Illustrator, normalement. Vous connaissez ça. OK? The filter stitch to hand. One of that. And to all the person to make the indeed set up and like doing something for the thing like that thing. Us using food. Voilà. Bon, peu importe, vous faites un truc rapidos dans Illustrator et on va considérer que c'est la marque. Donc, je vais resserrer maintenant le plan de travail autour de la marque quand même. Je prends l'outil plan de travail et je resserre autour. Sinon, vous prenez n'importe quoi comme image, ça fonctionne. Voilà, le plan de travail a été resserré autour de la marque. Je demande maintenant d'enregistrer au format Illustrator. Je vais appeler ça logo squelette. Et dans InDesign, j'importe le logo sur le côté du document. Fichier importé. Bien, ben j'ai enregistré le logo n'importe où. Voyons un peu où je l'ai mis. Ça, c'est malin. Sur le bureau. Bon, OK. Donc, je disais, dans InDesign, j'importe le logo AI. Voilà. Cliquez, glissez. Le voilà. Il a l'air pourri, mais si je passe en affichage, performance d'affichage de qualité supérieure, il est nickel. D'accord? Ça, c'est du B.A.B.A. InDesign. Voilà. Et donc, je veux que mon logo remplace, chaque fois qu'il y a le mot squelette, que ça remplace. Ben, je vous montre la technique. Je déplace mon logo sur le texte. Je le redimensionne avec l'outil de transformation manuelle de manière à ce qu'il ait la même taille que le texte. Voilà, à peu près. Ça a l'air d'être bon, ça. Avec la flèche noire, je vais même le resserrer un peu. Recadrage avec la flèche noire. Voilà. Et je coupe le mot. CTRL X. Et je fais édition, rechercher, remplacer. Et je recherche le mot squelette. Et alors, il faut que je dise que ça doit être sensible à la casse, parce que je ne cherche pas le mot squelette en minuscule. Donc, attention au respect de la casse. D'accord? C'est squelette avec une majuscule, donc j'enclenche ici l'option. C'est pas pour décorer ces petites choses ici. C'est vraiment utile. Et je remplace par quoi? Eh bien,
avec le petit gizmo, je vais dans bonne question, dans quoi? Voilà, c'est ça, dans autre. Avec le petit gizmo, remplacé par autre, et ça va être contenu du presse-papier. Ah oui, on a le choix, avec ou sans mise en forme. Bon, ben écoutez, sans mise en forme, tout remplacé. Et voilà, ça a marché. À moitié. Chaque mot squelette a été remplacé par le logo squelette. Terminé. Mais je vais annuler ça, parce que vous avez vu qu'il n'est pas bien positionné. Il n'était pas bien positionné sur la ligne. Donc, je vais vous montrer comment y arriver automatiquement, à le coller et qu'il soit à la bonne hauteur par rapport aux autres lettres. OK, vous allez maintenant cliquer dans le texte et vous collez. Voilà, vous avez collé le logo dans le texte. Vous le sélectionnez avec l'outil texte. Ce n'est pas l'image que je sélectionne, c'est avec l'outil texte. Je veux dire, ce n'est pas avec la flèche noire. Ce n'est pas le cadre que je sélectionne, je sélectionne vraiment cette image qui est posée sur une ligne de texte. Et dans la palette caractères, je vais jouer sur ceci, le décalage par rapport à la ligne de base. Et je positionne mon logo, je le décale pour qu'il soit correctement mis sur la ligne, vous voyez. OK, ben regardez la suite. Je sélectionne donc ce mot-là avec sa mise en forme. C'est ça. La mise en forme, c'est le fait que j'ai décidé que je fais certaines choses dessus, notamment le descendre là de 7 points par rapport à sa position initiale. Je le coupe, CTRL X. Je fais un édition, rechercher, remplacer. Cette fois-ci, je recherche toujours le mot squelette avec une majuscule, donc ici, respect de la casse, et je remplace par autre, contenu du presse-papier avec mise en forme. Tout remplacé. Voilà, et ça marche cette fois-ci. Le mot est bien positionné à la bonne hauteur par rapport aux lignes parce que je l'ai collé avec la mise en forme. Chaque image qui a été collée a un décalage de -7. Partout où le mot squelette a été collé tout seul, il y a un décalage de -7. C'est ça collé avec la mise en forme. Mais ça suppose qu'on a fait la mise en forme avant sur un échantillon, un mot que j'ai inséré et que j'ai formaté. Vous avez donc fait du texte. Vous avez fait un espace comment vous avez... J'avais mis le curseur et j'avais collé. Ah oui, il n'est pas dans le flux. Si, il était dans le flux. Celui que j'ai paramétré, oui, il était dans le flux. Oui. Entre deux mots, j'avais collé. Voilà, et comme ça, vous voyez comment mettre une marque. Ça peut être sympa. Bien. Et c'est un fichier Illustrator. Il est lié. Il n'y a pas de problème. C'est un fichier Illustrator, il est lié. Où est-il? Voilà, logo squelette. À 3 endroits, sur la page 7. Bon, ben, ça veut dire évidemment que si je vais dans Illustrator et que je modifie le mot, ça va se répercuter dans InDesign. Voilà, par exemple, je le mets en vert, fichier enregistré sous le même nom. Donc, le fichier Illustrator a été mis à jour sur le disque dur.
En principe, ça devrait repérer qu'il a été mis à jour. Pourquoi ça ne va pas? Un logo squelette, il a été enregistré pourtant. On dirait que InDesign ne repère pas trop qu'il a... Oui. Bon, normalement, il devrait repérer que le fichier sur le disque dur a été modifié. C'est pas grave, je vais rééditer le lien. Manuellement. Pas de panique, ça va d'aller. Ah, j'ai encore envoyé sur le bureau. Ben oui, j'ai envoyé sur le bureau. Alors que celui qui est utilisé par InDesign est dans un dossier. Donc voilà, j'écrase vraiment celui qui est dans le dossier. Et là, InDesign va me dire qu'il a été modifié tout de suite, évidemment. Vous voyez, c'est encore la preuve que quand il y a un bug, il se situe entre l'écran et le dossier de la chose. Ça se vérifie souvent. Voilà, ok, c'est bon. Et donc, celui qui est sur le bureau ne me sert pas. Il va plutôt m'ennuyer. Je supprime celui que j'avais envoyé sur le bureau. C'est celui dans mon dossier, à côté des documents InDesign, qui est utilisé par InDesign. OK, vous avez des images. On va en amener encore. Fichier importé. Vous allez chercher quelques images, 4 images, allez. Et vous allez les poser sur une page. Donc, dans le dossier Links, déjà, il doit y avoir plein d'images PSD. OK, voilà 4 images. Et on va étudier le légendage automatique. Est-ce que ça peut vraiment être utile? OK. Dans le menu Objet légende, vous allez jusque Format des légendes. Objet légende, format des légendes. Et quand vous faites ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait une image qui soit sélectionnée en particulier. Parce qu'en fait, on prédéfinit, tiens, comment les légendes automatiques vont être créées. Format, objet légende, format des légendes. Et alors, qu'est-ce qu'on utilise pour légender? Eh bien, ça peut être, par exemple, le nom du fichier. Le nom. Je peux mettre un texte avant. Je peux retrouver cette image sous le nom. Voilà, retrouver cette image dans le dossier sous le nom, avec un espace après le mot nom. Et puis, le nom de l'image va apparaître là. On peut mettre plein d'autres choses qui vont intervenir dans les légendes. Notamment l'auteur. Quel est l'auteur de l'image? Donc peut-être que ici, après le nom, je vais mettre virgule espace, comme ça l'auteur va arriver juste après. Ou alors je peux le mettre aussi là, virgule espace.
Alors, emplacement, ça doit être l'emplacement GPS, je pense. On va voir. Enfin, voilà. Et alors, au-dessous de l'image, sur le même calque que l'image, et ça pourrait être groupé avec l'image automatiquement. Comme ça, si je déplace l'image, la légende va suivre toute seule. D'accord? Donc, au-dessous de l'image, ça c'était déjà comme ça. Le décalage, je n'ai pas encore réglé. Le style de paragraphe, je vais en créer un. Dans le menu ici, style de paragraphe, je vais dire nouveau style de paragraphe. Légende auto. OK. Ça va? Je clique sur OK. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner les images et demander objet, légende, générer une légende. Alors, dynamique et statique, la différence, c'est que si quelque chose change en dehors de InDesign, le nom du fichier, dans les métadonnées, on a changé l'auteur, ce sera mis à jour dans InDesign, si c'est dynamique. Sinon, si c'est statique, une fois que c'est généré dans InDesign, le fait que ça se modifie sur l'image en dehors de InDesign ne se répercutera pas. Bon, je vais faire une légende statique, pourquoi pas. Voilà, générer une légende statique. Et voilà, vous avez, sous chaque image, le texte. Retrouvez cette image dans le dossier sous le nom, et chaque fois le nom d'image qui est indiqué. Alors, c'est foireux comme formatage, mais c'est pas grave, on va aller changer ça. En tout cas, techniquement, ça a fonctionné. Et chaque image est groupée avec sa légende, comme on avait demandé. Pas génial, ça? Si vous en avez des centaines, ça peut aider. Et alors, Bridge peut vous aider aussi, parce que dans Bridge, vous pouvez appliquer des métadonnées à des centaines d'images d'un coup. Vous pouvez faire un modèle de métadonnées, c'est-à-dire vous inscrivez quel est le nom de l'auteur, quel est l'endroit, etc., les conditions de copyright, et vous appliquez tout ça à des centaines d'images, si vous voulez, d'un coup, avec Bridge. Et ensuite, InDesign le récupère, les métadonnées. Vous voyez ce que c'est, les métadonnées? Quand on fait une image avec un appareil photo, ça crée des pixels dans le fichier, mais il y a aussi plein d'informations. Moi, je peux vous montrer. Rapidement, parce que là, ça arrive vraiment à la fin. Regardez, un truc marrant. Je remplace le .psd par un .txt. J'obtiens donc un fichier texte que j'ouvre. Pas dans Photoshop. Je vais le forcer à s'ouvrir dans un logiciel de lecture de texte. Là, voilà. Donc ça, c'est l'image, c'est le contenu du dossier image. Il y a des dizaines de milliers de lignes. Ça, c'est des pixels. Ça, c'est de la description de pixels. C'est quand même mieux quand on le voit dans Photoshop. Mais tout au-dessus, vous avez les métadonnées. Et dans les métadonnées, vous avez des informations, notamment quel est l'auteur, à quel endroit ça a été pris, données GPS, etc. C'est là-dedans, c'est ça les métadonnées en fait. C'est ça que je vous parle de modifier dans Bridge éventuellement, les métadonnées de centaines d'images d'un coup, c'est-à-dire inscrire dans l'image quel est l'auteur. OK, j'ai retransformé en PSD le fichier, voilà. Alors, on avait créé un style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Le style de paragraphe s'appelle légende. Je modifie notamment le format de caractère de base. OK, là, on a juste un problème, c'est qu'il y a aussi un style de caractère qui s'est mis dessus, je pense. Oui, le style de caractère ancien s'est mis dessus. Bon. Alors, vous voyez, j'ai le style de caractère
en cyan qui s'est mis sur mon texte qui a été généré là. Je vais régler le problème par un rechercher remplacer. Édition, rechercher remplacer. J'ai désactivé la recherche en tenant compte absolument des capitales. Voilà. Et qu'est-ce que je recherche? Je recherche le style de paragraphe légende auto. Ah oui, hein, je laisse vide les champs de recherche de texte ici, parce que je fais une recherche sur des styles de paragraphe. Donc je recherche style de paragraphe légende auto avec style de caractère en cyan et je remplace par style de caractère, style de paragraphe légende auto et sans style de caractère. Tout remplacé. 4 modifications effectuées, ça a fonctionné. Super intéressant ce qui vient d'être vu là. La possibilité de faire du rechercher-remplacer sur des styles de paragraphes et de caractères pour pas remplacer le contenu du paragraphe, pas les lettres, mais les styles. Je remplace un style par un autre. Donc, vous voyez ici, j'ai recherché style de caractère en cyan avec la condition aussi que c'est dans le style de paragraphe légende auto. Et j'ai remplacé par sans style de caractère et style de paragraphe légende auto. Voilà. Donc, à partir de là, je clique à côté de tout et je vais double-cliquer sur mon style de paragraphe légende et là, ça va fonctionner. Je vais pouvoir aller modifier légende auto. Légende auto. Voilà. L'approche, l'interligne. Le fait que ce ne soit pas calé sur la ligne. Voilà, voilà. Voilà. Bon, c'est un peu plus complexe que ça en réalité. Il faut 1 heure ou 2 pour vraiment tester le légendage automatique, mais vous savez que ça existe, c'est déjà bien. Qui s'applique avec des manipulations. Quand je sélectionne une image. Donc, pour qu'il s'applique, j'ai sélectionné les images et j'ai demandé objet, légende, générer une légende statique. Il faut les sélectionner. Ah, il faut sélectionner les images sur lesquelles tu veux mettre la légende statique, bien sûr.